Alors un récit de voyage, qu'est-ce que c'est au juste? On pourrait penser à un simple journal de bord, mais c'est bien plus que ça. C'est une histoire, bien sûr, mais c'est surtout une incroyable machine à explorer les idées. C'est un genre qui se sert du voyage, du déplacement physique, comme d'un prétexte pour une aventure bien plus profonde, une aventure qui peut carrément transformer notre vision du monde. Allez, on va voir ça de plus près. Voilà donc le programme de notre exploration. On va commencer par voir pourquoi ce n'est vraiment pas qu'un journal de bord. Ensuite, on fera un petit saut dans le passé pour comprendre ses origines. Puis, on s'intéressera à sa transformation à l'époque moderne, avant de plonger au cœur de l'idée philosophique qui le porte. Et enfin, on verra comment le voyage devient une sorte de miroir critique de notre propre société. Voilà, on y est. C'est le point de départ essentiel. Ces textes ne se contentent pas de nous dire « je suis parti du point A pour aller au point B ». Non, non. Ils sont une invitation à réfléchir, un prétexte pour se poser des questions profondes sur la culture, la politique et finalement sur la nature humaine. En fait, il faut voir le récit de voyage comme une sorte de laboratoire à ciel ouvert. Le vrai sujet, ce n'est pas la destination. C'est l'analyse de ce qui nous unit et de ce qui nous sépare, nous, les êtres humains. C'est en observant les autres, leurs habitudes, leur système de pensée, que l'auteur nous pousse dans nos retranchements. Et c'est justement ça qui ancre ce genre dans ce qu'on appelle la littérature d'idées. Bon, mais d'où ça vient tout ça? Pour le comprendre, il faut remonter le temps. Ce genre littéraire n'est pas apparu par magie, il a été littéralement forgé au cœur des grandes explorations, celles qui ont redessiné non seulement les cartes du monde, mais aussi celles de nos esprits. Les racines sont vraiment profondes. Dès le Moyen-Âge, on a une figure fondatrice, Marco Polo. Et petite anecdote assez fascinante, ce marchand de Venise y choisit d'écrire le récit de son périple en Chine, en français, qui était la langue littéraire de l'époque. Mais le vrai Big Bang du genre, c'est à la Renaissance. La découverte du Nouveau Monde déclenche une véritable vague de récits. Les explorateurs sont confrontés à des cultures radicalement différentes et sont fascinés par tout ce qui les sépare de ces peuples. Mais attention, il ne faut pas imaginer une vision unique et monolithique, loin de là. Dès le début, le genre est devenu une sorte de ring intellectuel, un lieu où les points de vue s'affrontent violemment. L'exemple le plus fou, c'est sans doute celui de Jean Deléry et André Zevet. Ils participent au même voyage, vivent dans la même colonie au Brésil, et pourtant, ils en reviennent avec des conclusions diamétralement opposées. Léry finit par défendre les peuples indigènes contre les Européens, alors que Zevet, lui, les critique sévèrement. Un même voyage, deux récits incompatibles. C'est la preuve que le récit de voyage n'est jamais neutre, c'est une arme pour façonner les perceptions et lancer des débats. On avance dans le temps et le monde se modernise. Au XXe et XXIe siècle, la carte est remplie, il n'y a plus de nouveaux mondes à découvrir. L'exploration doit donc se réinventer. Le voyageur ne cherche plus la terre inconnue, mais plutôt l'inconnu humain. Des lieux reculés, des cultures méconnues, et de plus en plus, une confrontation avec soi-même. Et cette nouvelle ère a ses propres légendes. On pense à Alexandra David-Néel, qui a fait l'impensable en pénétrant dans la cité interdite de Lhasa. Ou encore à Nicolas Bouvier, qui nous dit dans son livre « L'usage du monde » que le voyage ne vous apprendra rien si vous ne lui laissez pas le droit de vous détruire un peu. Ça résume tout. Plus près de nous, Sylvain Tesson pousse cette logique à l'extrême, où chaque voyage devient une mise à l'épreuve, une exploration de ses propres limites autant que de celles du monde. Si on devait extraire une seule grande idée philosophique de tous ces récits, de cette confrontation avec l'autre, ce serait celle-ci, le relativisme culturel. Mais comment ça marche cette transformation? C'est un processus en 3 temps. D'abord, il y a la découverte. On rencontre l'autre, avec des coutumes qui nous semblent étranges. Ensuite, cette rencontre installe le doute. On commence à se demander si nos propres habitudes, si naturelles, sont vraiment universelles. Et de ce doute naît la 3e étape, le relativisme. La prise de conscience que ce qu'on appelle la normalité n'est en fait qu'une construction culturelle, une possibilité parmi tant d'autres. Et cette prise de conscience, elle change tout. Le regard du voyageur finit par se retourner sur lui-même. En fait, la destination finale du voyage, ce n'est pas l'autre, c'est soi. Le voyage devient un miroir qui nous force à regarder notre propre société avec un œil neuf et critique. C'est peut-être ça l'idée la plus subversive du récit de voyage. Depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui, le genre est traversé par une critique, parfois discrète, parfois féroce, de notre mode de vie occidental. Et ce n'est pas une critique abstraite, elle est nourrie par l'expérience concrète de l'autre. Cette citation, elle résume parfaitement le choc intellectuel que ces livres veulent provoquer. Le voyage vient déconstruire nos certitudes. Ce qui nous paraissait évident, juste, normal, devient soudainement une simple habitude culturelle qui n'a rien d'universel. Ce qui nous laisse avec une dernière question. À une époque où chaque recoin du globe est sur une carte, pourquoi le récit de voyage continue de nous fasciner à ce point?
Peut-être parce que le plus grand continent qui reste à explorer n'est sur aucune carte. C'est celui qu'on porte en nous. Et le voyage, lui, reste le plus puissant des miroirs pour partir à sa découverte.